dans le contexte du printemps érable, qui a vu une mobilisation historique des étudiants contre l'augmentation des frais de scolarité, certains étudiants se sont tournés vers les tribunaux afin d'obtenir une injonction leur permettant de poursuivre les cours malgré la grève. Ce geste, qui a été ensuite copié par plusieurs autres par la suite, a constitué une menace importante au droit historique des associations étudiantes de faire la grève, et plusieurs ont vu dans ce combat une opposition entre deux visions de l'université, soit, d'une part, une institution dont la mission devrait se limiter à répondre aux besoins économiques de la société et à leur clientèle étudiante, et d'autre part, une vision inscrite dans la longue durée, qui perçoit l'université comme un lieu de collégialité, de recherche et de transmission des savoirs qui devraient être indépendants des injonctions politiques et économiques. De fait, la grève étudiante est aussi ancienne que les universités elles-mêmes et plonge ses racines à l'époque médiévale. Pour nous parler aujourd'hui plus en détail des universités de ce temps et des grèves qui les ont traversées, nous recevons aujourd'hui Maxime Laprise, doctorant en histoire médiévale de l'Université de Montréal. Merci Maxime d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Avant de parler des grèves étudiantes en tant que telles, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le contexte qui a vu la création des premières universités médiévales? Bien, à l'aube du 12e siècle, la plupart des écoles en Occident sont rattachées à des monastères ou des cathédrales. Depuis à peu près depuis la fin du 8e siècle, Charlemagne a imposé à tous les monastères et à tous les cathédrales d'avoir des écoles, autant pour enseigner au clergé, et notamment les moines, mais aussi aux gens du commun, les paysans. Bon, cette dernière pratique-là va rapidement tomber, faute d'intérêt, mais les écoles cathédrales et les écoles de monastères vont se maintenir partout en Europe. Progressivement, ce sont surtout dans les villes que ces écoles-là vont prendre en importance. Et ça, c'est lié nécessairement au développement urbain auquel on assiste au milieu et à la fin du 12e siècle. Donc, ce développement urbain-là est lié notamment à un développement du commerce, mais aussi à une expansion des champs agricoles qui permet une plus grande productivité et à une plus grande quantité de personnes de se rendre dans les villes, là où se développe du commerce, se développe la monétarisation, se développent les banques, et donc une plus grande population, et ainsi de suite, et les villes s'agrandissent et prennent en prestige au même moment où il y a un lent déclin du système féodal et où les monarques voient un intérêt dans ces villes-là, qui prennent aussi, dans ce qu'on appelle le mouvement communal, ces villes-là vont prendre de plus en plus une certaine indépendance par rapport aux autorités civiles, notamment, et notamment aux autorités seigneuriales. Donc, ce sont des villes qui vont devenir un peu sous le patronage des monarques, ce qu'on va appeler plus tard les bonnes villes. Oui. L'autre élément fondamental qui explique le développement de ces institutions-là, c'est l'importation de textes issus du monde ancien. Donc, il y a un certain nombre qui avaient été conservés après la chute de l'Empire romain d'Occident, mais un certain nombre de textes vont être importés par l'intermédiaire de Byzance et par l'intermédiaire du monde arabe, comme on sait qu'il a été un intercesseur, si je puis dire, des textes anciens, et notamment par l'intermédiaire des croisades. Il y a une multitude de nouveaux textes qui vont entrer en Occident et par un grand travail de traduction du côté des monastères rhénans notamment. Il va y avoir une multiplication des livres et de la connaissance accessible en Europe occidentale. Donc là, il faut rejeter l'idée d'une période d'obscurité où les textes anciens ne reviennent qu'au moment de la Renaissance. On parle d'ailleurs d'une Renaissance du 12e siècle. Quelles villes les premières universités ont-elles été créées et pourquoi ces villes-là en particulier, si on peut le justifier ou si on peut trouver la raison derrière ça? Bien, les premières, c'est Bologne et Paris. Les deux se tapent un peu dessus pour savoir à qui revient l'honneur d'avoir la première université. Et on est à quel siècle à ce moment-là? Donc, on est à la fin du 12e siècle. OK. Et il y a un peu un duel entre Bologne et Paris, à savoir qui est la vraie première. Généralement, disons, la version académique va souvent dire que c'est Bologne, mais c'est Paris qui sera la première à avoir une vraie charte établie et donnée par le roi. Donc, elle est là la source du débat. Ensuite, il va y avoir Oxford, qui va être un lieu central en Angleterre, et un petit peu plus tard, Montpellier, en France, pour sa faculté de médecine, notamment, qui sera reconnue pour sa faculté de médecine. Chaque université a un peu une spécialité. Ça sera plutôt la théologie à Paris et plutôt le droit à Bologne, notamment à cause de la proximité des sources romaines. Oui. Mais oui, c'est essentiellement là. Et ensuite, il va y avoir un développement graduel, mais c'est vraiment là où il y a une explosion. Et pourquoi ces villes-là? C'est tout simplement
elles qui ont été le plus concernées par l'explosion commerciale et démographique que j'ai mentionné tout à l'heure, mais aussi parce que c'est ces villes-là qui contiennent, à cause de leur taille, un grand nombre d'écoles liées à des monastères et des cathédrales. Parce que les fameuses écoles monastiques que j'ai mentionnées tout à l'heure, qui ont plutôt tendance à être dans le milieu paysan ou dans le milieu rural, vont plutôt décliner et les moines vont cesser d'enseigner à la population. Par contre, dans les villes, on a les monastères importants et surtout les cathédrales qui se trouvent généralement en ville, où là, il va y avoir de plus en plus d'étudiants, et je ne féminise pas volontairement, ce ne sont que des hommes, des enseignants et des maîtres qui vont commencer de plus en plus à entourer ces écoles-là, au point où, à un moment donné, il va y en avoir trop. Okay. Et quelle était la structure des premières universités? En quoi est-ce qu'elles ressemblaient, mais surtout, sans doute, différaient-elles des universités actuelles qu'on connaît? Bien, pour répondre à cette question-là, il faut tout d'abord rappeler le mode d'organisation de travail dans les villes. Les artisans s'organisaient au sein de corporations, ce qu'on va appeler souvent en latin universitas. Ce sont des corporations de métiers, c'est un peu les ancêtres à la fois des ordres professionnels et des syndicats d'aujourd'hui. C'est un peu les deux à la fois, c'est-à-dire que c'est une unité où les gens s'unissent volontairement pour réguler leur travail, comme le ferait un ordre professionnel, avec des grades bien déterminés qui ressemblent notamment à des apprentis, des compagnons et des maîtres, ce qu'on retrouve encore aujourd'hui dans certains métiers d'ailleurs. Ils vont volontairement s'allier, ils vont généralement même s'installer dans des quartiers spécifiques de la ville, ils vont avoir des traditions qui leur sont propres, et ils vont former aussi une forme de caisse de solidarité, d'assurance, bref, c'est des formes de solidarité, une mise en commun des savoirs aussi, mais surtout une régulation de la transmission des connaissances au sein d'un métier. C'est-à-dire, pas n'importe qui peut devenir forgeron. Il faut avoir réussi, je veux dire, l'examen, il y a des formes d'examen public, mais il faut avoir démontré, un peu comme le barreau aujourd'hui, il faut avoir su démontrer qu'on avait les compétences pour devenir un maître forgeron, par exemple. Et c'est exactement le même modèle qui va être imposé à l'université. D'accord. C'est-à-dire, on va avoir des élèves, donc qui vont l'équivalent des apprentis, qui vont se mettre auprès de maîtres, qui sont les enseignants, et le premier élément fondamental de cette corporation-là, l'université, ce sera de réguler la qualité de l'enseignement. Donc, parce que juste avant, quand dans les villes, on commence à avoir un surplus de maîtres, il commence à y avoir un peu un chaos lié à ça. C'est-à-dire que tout le monde se fait maître et tout le monde commence un peu à enseigner de son côté. Et on commence à se dire qu'il faudrait peut-être réguler le contenu de l'enseignement. Premièrement, pour qu'il soit correct d'un point de vue doctrinal, mais aussi tout simplement pour la qualité de l'enseignement. Donc, on décide de se regrouper. À Paris, l'initiative revient aux maîtres. Donc, c'est les maîtres qui décident de s'allier entre eux et de former la corporation. À Paris, c'est plutôt les étudiants. Donc, c'est à Bologne, pardon. À Bologne, oui, c'est ça. À Bologne, ce sont les élèves qui vont se regrouper entre eux et qui vont former la corporation, c'est-à-dire où les enseignants en sont exclus. Ils sont élus, ils sont nommés par les étudiants. Ah oui, mais c'est eux qui gèrent absolument la corporation. À Paris, ce sont les maîtres, mais il ne faut pas penser qu'il y a une rupture stricte. Dans tous les cas, ça forme une communauté solidaire où tout le monde participe. Autant à Paris qu'à Bologne, tous les gens de tout autant profs qu'étudiants participent aux assemblées, participent à la gestion de l'université et d'une façon démocratique. Maintenant, les étudiants, ceux qui fréquentaient l'université, quel était leur profil, en fait? De quel milieu venaient-ils? C'est malheureux parce qu'on n'a pas beaucoup de sources sur la question, sur leur provenance, puis aussi on est obligé de faire beaucoup d'hypothèses. On le sait, bon, évidemment, c'est plutôt des groupes favorisés. On trouve pas vraiment de la haute aristocratie, mais de la bonne aristocratie, je veux dire de l'aristocratie intermédiaire, disons. On a certains étudiants assez riches qui ont les moyens d'avoir une résidence personnelle avec des valets, etc. On va aller chercher aussi dans ce qu'on pourrait appeler une classe moyenne supérieure, c'est-à-dire de la haute bourgeoisie ou la petite aristocratie, des paysans riches, donc qui pour eux va apparaître une façon d'ascension sociale. Parce que je suppose qu'en effet, pour un étudiant, une fois qu'on est à l'université, il faut quand même pouvoir subvenir à ses besoins. Donc, c'est là où le milieu socio-économique devient un facteur. Absolument, tout comme aujourd'hui. Ça n'a pas changé.
Et évidemment, ce sont les plus privilégiés qui vont le plus loin, ce qui est encore le cas aujourd'hui, généralement. Bon, certains, il va y avoir déjà des systèmes de bourse à l'époque. Donc, les étudiants perçus comme particulièrement compétents pourront obtenir un financement de la part, notamment d'autorités ecclésiastiques ou de grandes cours. Notamment, les diverses monarchies vont octroyer des financements pour certains étudiants. Mais généralement, on n'aura pas d'étudiants très pauvres. Quand on parle de pauvreté dans les sources, tout semble accord, c'est qu'on a des étudiants qui sont très dépensiers dans les villes et qui ont tendance à devenir pauvres dans le cadre de leurs études. D'ailleurs, on a beaucoup de lettres de l'époque qui pourraient sembler être une lettre écrite hier, de jeunes qui écrivent à leurs parents pour leur demander de l'argent. Et de parents qui se plaignent parce que leur fils est en train de tout passer l'argent dans l'alcool. Il y a des choses qui ne changent pas. Exactement. Donc, mais généralement pas, il y a assez peu de gens de la paysannerie pauvre, par exemple. Parce que ces gens-là n'ont tout simplement pas les moyens de se rendre à l'université. Et d'autres priorités, sans doute. Exactement. Ouais. Donc, quand on va parler d'étudiants pauvres dans les villes, c'est plutôt des étudiants qui se sont appauvris dans le cadre de leur cursus. Quelle était la nature des relations entre les membres de la communauté universitaire, dont je parle des maîtres et des étudiants, et la communauté locale, la ville dans laquelle ils s'inscrivaient? C'est là que ça devient intéressant. Les relations peuvent être souvent tendues parce que les étudiants ont obtenu un certain nombre de privilèges, comme obtiennent toutes les corporations professionnelles, mais la nature des étudiants est tellement différente des autres corporations, ils n'ont pas un métier manuel comme les autres, que ça va créer des tensions dans les villes, notamment à cause de la quantité de privilèges qui leur est octroyés, qui sont souvent supérieurs à celles des autres corporations, parce qu'il y a un certain prestige à avoir une université dans une ville et on veut les conserver, donc on va leur accorder beaucoup de privilèges. Deuxièmement, les étudiants, ils sont bruyants. C'est-à-dire, ce sont des jeunes qui sont des clercs. C'est quelque chose qu'il faut comprendre, qui est assez ambigu. Les étudiants ont le statut de clerc, c'est-à-dire de membres de l'Église. Ce ne sont pas des prêtres, ce ne sont pas des moines. C'est un statut un peu ambigu. Donc, ils sont tonsurés, ils sont considérés comme des membres de l'Église. À cet effet, c'est interdit de lever la main sur eux. Ils ont l'interdiction de porter les armes, interdiction qui sera régulièrement pas respectée. Et ils sont théoriquement aussi célibataires. Théoriquement célibataires. Donc, ils ont un statut ambigu. Mais ce statut-là ambigu aussi cause des problèmes. Donc, on peut s'imaginer que des jeunes qui ont le sentiment d'être un peu protégés par l'Église, parce que, en tant que membres de clerc, ils ne peuvent pas être non plus jugés par la justice civile. Ils reviennent pleinement à l'autorité ecclésiastique. Donc, par exemple, juger, Oui, en termes de justice, j'entends. Oui, parce que ce qu'il faut préciser pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'époque médiévale, c'est qu'à la fois la justice civile et la justice ecclésiastique qui est administrée par l'Église, qui est complètement à part, c'est ça. Autogérée, je vais le dire comme ça. Okay. D'ailleurs, ça arrange bien les pouvoirs civils de pouvoir, tout ce groupe de gens chahuteurs dans la ville, de pouvoir dire, on s'en occupe pas, on laisse ça à l'Église. C'est pas notre problème. C'est pas notre problème, gérez votre groupe. Et l'Église aussi... Du côté, l'Église aussi s'en réjouit parce que c'est une forme de prestige. Tous ces gens-là sont avec nous, tous ces intellectuels sont avec nous. Mais le problème, c'est qu'ils causent beaucoup de problèmes dans la ville. Notamment lorsque les troupes du roi, ou ce qu'on appelle les sergents royaux. Donc, les villes n'ont pas un système de police systématique comme aujourd'hui, mais des espèces de corps qui interviennent en cas de problème. Donc, lorsque ceux-ci interviennent, là, c'est savoir est-ce qu'on peut toucher à ces gens-là, parce que ces étudiants-là créent du grabuge. Il faut intervenir. Il faut intervenir, mais ces gens-là vont régulièrement entrer dans des formes de rixe avec la population bourgeoise. Donc, il va y avoir des batailles urbaines, il va y avoir des morts, du sang versé, des batailles qui sont souvent assez futiles. On ne parle pas ici de grands débats philosophiques, ce sont de l'alcool trop cher ou quelqu'un qui a mis les pieds à un endroit où il ne devait pas mettre, ou qui a peut-être regardé trop insistamment une dame. On avait la bataille facile. Absolument. Et l'alcool facile, donc c'est lié. Donc ça pose des enjeux à la fois pour les autorités civiles qui veulent intervenir pour maintenir l'ordre, mais en même temps qui ne peuvent pas toucher théoriquement à ces étudiants-là. Oui, tout à fait. Puis les autorités civiles, comme je l'ai dit précédemment, ils voient un avantage à avoir ces universités-là dans leur royaume. C'est ça. Parce que c'est un recueil de gens qui pourront potentiellement les servir, mais tout simplement parce que c'est important à l'époque, c'est une source de prestige. Avoir une université et on ne veut surtout pas qu'elle s'en aille.
Et parlant de tensions fréquentes entre les autorités civiles et les étudiants qui sont source de désordre, on s'achemine tranquillement vers la fameuse grève étudiante. Dans quel contexte est-ce qu'on voit les premières grèves apparaître? Est-ce que ce sont des grèves seulement étudiantes ou les maîtres sont solidaires des étudiants dans le système de corporation, comme tu l'as mentionné précédemment? Donc, tu peux nous dire quelques mots sur ce contexte-là? Bien, on a des grèves étudiantes, notamment à l'Université de Bologne, dès le 12e siècle, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de sources exactement sur le déroulement, puis ça ne semble pas avoir été des grèves de longue durée. Mais dans tous les cas, il y a un élément commun, c'est la question des privilèges. Donc, ce qu'on appellerait aujourd'hui des droits. Comme je l'ai dit précédemment, donc l'université est une corporation et toute corporation obtient un certain nombre de privilèges par l'intermédiaire d'une autorité civile ou même de la monarchie. Dans le cas de l'université, donc, ce qu'on appelle une charte qui a été octroyée à l'université a été donnée par les autorités royales et inclut notamment par exemple, la question que seules les autorités ecclésiastiques peuvent juger un étudiant arrêté fait partie de ce type de privilège-là qui est donné à l'université. Généralement, donc, les conflits sont liés à ce non-respect des privilèges-là par, généralement, ou bien les autorités de l'Église ou les autorités, je veux dire, civiles. Donc, je pense que la meilleure façon d'expliquer le déroulement d'une grève et à quoi ça peut ressembler, c'est donner l'exemple de la plus connue, celle pour laquelle on a le plus de sources et qui a été le plus documentée, c'est celle de l'Université de Paris au 13e siècle. Donc, tout commence, la date, le 26 février 1229. Il y a un groupe d'étudiants dans un thème qui ne vous étonnera pas. Des étudiants se rendent dans une auberge un peu hors de la ville, à Saint-Marcel, et commencent à se plaindre que le vin est trop cher. S'ensuit une bataille avec le tenancier. Tenancier qui fait venir ses collègues qui habitent à côté, qui arrivent en groupe pour se défendre. Les étudiants se sauvent et ça finit là pour la soirée. Le lendemain, les étudiants reviennent, mais ils ont ameuté tous leurs amis, leurs collègues. On est dans une logique, donc une logique corporative de profonde solidarité entre les groupes. Hein. Ouais. Et même certains maîtres se joignent au groupe. Ils arrivent armés de bâtons, armés d'armes, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, soit dit en passant. Et il y a tout simplement une émeute. Ouais. Les sergents royaux sont obligés d'intervenir. Et semble-t-il, c'est toujours difficile d'avoir des résultats de l'époque parce qu'évidemment, tous les commentateurs sont partiaux. Mais un commentateur de l'époque souligne qu'il y aurait eu plus de 300 étudiants lancés dans la Seine. Ah, ça fait du monde. C'est difficile à savoir, est-ce que le 300 est bon, mais il semble effectivement qu'il y a eu beaucoup de blessures et des étudiants tués par les autorités royales, ou du moins les agents du roi. Et aussi par la sécurité, une forme d'envoyé de l'évêque de Paris, qui aurait contribué lui aussi au maintien de l'ordre dans cette émeute. Le lendemain, les maîtres, donc la corporation qui est contrôlée par les maîtres, se révoltent pour deux raisons. Premièrement, par pure solidarité avec les étudiants, considèrent que des membres de leur groupe ont été attaqués et c'est inacceptable. Mais aussi, et par-dessus tout, les privilèges de l'université n'ont pas été respectés parce qu'on a levé la main sur des membres du clergé, particulièrement sur des universitaires, ce que les autorités royales n'ont pas le droit de faire. Ils auraient dû calmer le jeu sans outrepasser ces privilèges-là. Donc, tout ce groupe décide d'envoyer des représentants auprès de la régente de l'époque. Le roi est trop jeune, donc c'est une régente, la fameuse Blanche de Castille, envoie un contingent pour représenter le groupe. Les intérêts. Les intérêts, tout à fait, et demande que soient jugés les responsables du côté des autorités civiles et que soient pleinement reconnus. Bref, que la monarchie reconnaisse qu'ils ont fait erreur. Refus du côté de, ce qui n'est pas très surprenant, de Blanche de Castille, qui était connue quand même pour être une femme vigoureuse. Parce qu'on sait que Blanche de Castille était reconnue pour son intransigeance. Absolument. Donc, le lendemain, devant cette intransigeance de Blanche de Castille, les représentants de la corporation promulguent un édit, je vais dire, ou un décret interdisant l'enseignement dans la ville de Paris, interdisent donc autant de donner que de recevoir des cours, et, affaire plus particulière, ordonne à la corporation de quitter la ville. Donc, c'est ce qu'on appelle faire sécession.
Après ça, où aller? Donc, pour les maîtres, il y en a qui vont aller un peu partout, dans les autres universités notamment. Oxford va en profiter. D'autres universités vont en profiter. D'ailleurs, même ces grandes migrations-là qu'on va appeler vont même contribuer à créer ou faire croître d'autres universités, comme celle d'Oxford que j'ai dit, qui vont en profiter largement. Certains vont tout simplement retourner, les étudiants notamment vont tout simplement retourner chez soi en attendant que les cours reprennent. Un nombre très réduit à ce qu'on a comme source vont demeurer à Paris et vont jouer les briseurs de grève. OK. Mais selon les sources, tous les maîtres importants avec un certain prestige ont quitté la ville. Et pour la ville, bon, il y a deux choses à dire là-dessus. Premièrement, cette histoire de sécession, c'est un peu difficile de dire exactement d'où cette idée-là vient, mais c'est difficile de ne pas faire un lien avec le concept de sécession de la plèbe qu'on avait en Grèce, par exemple, en République romaine, dans la République romaine, où lorsqu'une décision ne convenait pas ou lorsque les privilèges du tribun de la plèbe n'étaient pas respectés, les plébéiens refusaient de travailler ou quittaient la ville ou quittaient du moins le quartier dans lequel ils se trouvaient. Donc ça s'inscrit quand même dans une pratique qui multiséculaire, puis surtout qu'on avait affaire à des gens qui connaissaient quand même bien leur droit romain, donc... Tout à fait. Est-ce qu'il y a un lien immédiat? C'est possible, c'est difficile de faire un... Mais la ressemblance est trop frappante pour pas qu'il y ait au moins une vague inspiration. Ouais. Et pourquoi ça fonctionne? Pour plusieurs raisons. Premièrement, pour une raison purement économique. Ces quartiers-là où habitent les étudiants animent l'économie. Du bordel à l'auberge, en passant par l'église de la paroisse où se trouve le quartier latin, qui profite des dons pendant la messe ou tout simplement qui constituent leurs fidèles, déclinent. On sait qu'il y a des plaintes qui sont faites auprès de la Reine Blanche, de membres d'un certain nombre d'autres corporations de travailleurs, dont les membres perdent des revenus, littéralement, à cause de cette grève-là. Il faut comprendre que, c'est pas comme aujourd'hui, la population de Paris, la population étudiante comparativement à celle de Paris est énorme. Ouais. Donc, c'est une bonne partie de la population qui quitte la ville. Donc, c'est pour ça que ça ne pourrait pas se faire aujourd'hui, parce que je pense pas que ça serait aussi dramatique à Montréal, notamment. Mais l'économie en souffrait beaucoup. L'économie en souffre. Aussi pour ceux qui fournissent, notamment pour tout ce qui est fourniture de matériel et fourniture de logement. Le logement étudiant, aussi au Moyen-Âge, est une industrie très rentable. Et évidemment, ces gens-là, on ne reçoit plus de loyer. Autre chose, il y a une question qui est symbolique. Je l'ai dit, tant les autorités royales qu'épiscopales obtiennent un grand respect, un grand prestige à cause de l'université. Et il y a quelque chose de déshonorant à voir son université quitter la ville. Surtout une université comme l'Université de Paris, qui est à l'époque un peu, je sais pas, c'est la Harvard du monde médiéval. Ouais. C'est la grande université. Le pape, j'en parlerai plus tard, va l'appeler la mère des sciences. Le pape ayant lui-même étudié à l'Université de Paris. Et justement, ce pape-là va rapidement, on est Grégoire IX, va rapidement prendre parti de l'université. Contre la reine. Et il va demander, notamment au roi, donc par l'intermédiaire de la régente, d'intervenir et de respecter les privilèges de l'université. Il va aussi s'en prendre à l'évêque de Paris, n'ayant pas su éviter la grève, tout simplement. Il faut comprendre que l'évêque de Paris se trouvait dans une situation de constante ambivalence à propos de l'université parce que, jadis, à l'époque des écoles cathédrales, c'est l'évêque qui avait le dernier mot, notamment sur les licences d'enseignement ou sur l'administration. Sauf que plus l'université obtient des privilèges, plus les représentants de l'évêque deviennent des espèces des gouverneurs généraux. Ils perdent du pouvoir. Ils perdent du pouvoir et deviennent des fonctions purement symboliques. Ouais. Donc, il y a une source de tension entre l'évêque et les universités. Donc, c'est pas pour rien si le pape s'en prend à l'évêque de Paris, qui croit peut-être qui n'a pas complètement évité, en toute bonne foi, la grève. Oui. Voilà. Donc, à ce moment-là, le pape devient un allié des étudiants et des maîtres qui sont partis faire la grève. Combien de temps va durer à peu près cette grève-là de Paris? Et est-ce que c'est à partir de ce moment-là qu'on reconnaît cette espèce de droit de grève de la part des étudiants et des maîtres? Elle va durer 2 ans.
Ah, c'est long. Donc, tout à fait. C'est une pas pire grève. On a battu la grève de 2012. Oui. Donc, ça va durer 2 ans. Puis, la seule chose qui va mettre un terme à la grève, parce qu'il y aura des tentatives de Blanche de Castille, de dire « Ah non, revenez, on va respecter vos privilèges », mais c'est souvent considéré comme trop peu, trop tard, avec des phrases juste Blanche n'apporte pas de nouveaux droits, elle fait juste dire « Nous allons respecter les droits qui étaient déjà là ». Alors qu'à ce moment-là, pour réparer un peu, là, rebâtir les ponts, il fallait un peu plus. Ouais. Il fallait un peu plus, mais aussi, on a une communauté universitaire qui commence à se reconnaître elle-même comme une communauté indépendante, qui commence aussi à souhaiter de nouveaux droits. Ah bon, qui reconnaît aussi, qui a conscience de son poids politique. Exactement. Ouais. Et c'est la bulle papale Parens Scientiarum. Ton latin est mieux que le mien. Bon, je suis contente que tu le dises. Donc, une bulle fulminée 2 ans plus tard, on dit fulminée, une bulle, qui, en fait, cède complètement. Donc, en fait, évidemment, il ne revient pas l'autorité du pape de mettre théoriquement un terme à la grève, mais il ne faut pas oublier qu'on est à l'époque où le pape est à l'apogée de sa puissance en Europe occidentale. Si le pape déclare quelque chose, on l'écoute, même si on est le roi de France. Et cette bulle-là, qu'est-ce qu'elle demande, en fait, concrètement? Bien, premièrement, les trucs de base, c'est la reconnaissance des privilèges qui étaient déjà présents, c'est-à-dire une interdiction formelle, par exemple, au pouvoir séculier d'intervenir et de lever la main sur les élèves. Rappelle tout de même aux élèves de ne pas porter, qui n'ont pas le droit de porter d'armes et qui doivent avoir un mode de vie plus calme et plus respectable. Mais outre ça, il y a un accroissement du droit au maître de décider qui entrera parmi eux. Donc là, le rôle de l'évêque dans l'octroi des licences d'enseignement est absolument écarté. Il y a encore on va appeler ça du rubber stamping aujourd'hui. Donc il y a encore un sceau qui est apposé par le chancelier du pape, mais il s'engage presque formellement à ne pas pouvoir imposer de veto sur la question. D'accord. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, on reconnaît pleinement le droit de grève. Donc, ce qui vient de se produire, on reconnaît la légitimité dans certains cas spécifiques. Notamment si violence est faite sur des étudiants, violence illégitime, si les réglementations entourant le logement étudiant, parce qu'à l'époque, il y a des limitations qui concernent, chose qu'on aimerait bien aujourd'hui, d'ailleurs. Il y a une limitation sur le prix du loyer, en fait. C'est pas une limitation sur la quantité de logement. Exactement, oui, pardon. Une limitation sur le prix du loyer qui est imposée, donc constitue une autre possibilité pour faire la grève. OK. Donc, ce sont des éléments. Ensuite, donc, l'autre élément, il y a des éléments que je ne vais pas revenir, mais sur les élèves décédés, mais passerai à autre chose. Donc, il va y avoir aussi, suite à la bulle, une multitude d'autres bulles qui vont être publiées même dans les jours et semaines suivants. En fait, c'est près d'une quinzaine de bulles. Le pape n'a jamais publié autant de bulles en si peu de temps sur un même sujet. Donc, qui vont être transmis à plusieurs autorités, notamment aux autorités épiscopales et royales. Et il va ordonner une multitude de choses. Premièrement, encore une fois, toujours au roi, rappeler l'interdiction de toucher aux étudiants, de respecter les privilèges. Il va ordonner aussi que tous les étudiants, au moment du déclenchement de la grève, jusqu'à sa fin, que tous les étudiants soient pardonnés, autant par les autorités civiles qu'épiscopales, soient pardonnés de tout crime dont ils pourraient être accusés. À la fois dans la justice civile et... Oui, exactement. Okay. Bon, théoriquement, comme la justice civile n'avait pas le droit, mais donc, ça se produisait quand même. Et il y a certaines autorités épiscopales, notamment dans les villes hors de Paris, qui avaient décidé de punir, je ne sais pas si c'est par solidarité avec leurs collègues de Paris, mais il y avait certaines formes de punition, et aussi parce que ils créaient des troubles dans d'autres villes, ces étudiants-là aussi. Ils n'étaient pas si pacifiques. Non, non, il ne faut pas les voir, je ne veux pas les présenter comme des pures victimes. Non, ce n'est pas des enfants de cœur. Ils causaient beaucoup de problèmes dans la ville. Surtout qu'ils étaient conscients de leurs privilèges. Donc, ils en abusaient. Et ils en abusaient. On ordonne aussi la création d'une genre de commission d'enquête ou d'une forme d'enquête sur les violences qui ont été faites sur les étudiants au moment du déclenchement. Il n'y aura pas vraiment de débouché là-dessus, mais symboliquement, ça envoyait un message tout de même. Autre élément important, c'est qu'on octroie à l'université le droit de fixer le contenu de l'enseignement. C'était déjà
plus ou moins un droit acquis. Dans l'usage. Dans l'usage, mais il y avait encore des interventions, notamment de l'évêque de Paris, sur certains éléments. On bloquait particulièrement plusieurs écrits d'Aristote, qu'on considérait comme non appropriés d'un point de vue doctrinal. Mais évidemment, il y a des limites à ne pas dépasser pour cette liberté d'enseignement-là. On ne tolérait pas quelqu'un qui sombrerait complètement dans l'hérésie. Mais tout de même, il y a on augmente le droit de naviguer, la taille de l'espace de navigation pour les maîtres. Donc, on laisse entrer une bonne partie, notamment du corpus aristotélicien, ou des auteurs, et même d'auteurs arabes, notamment pour les questions de la médecine. Ce qui bénéficie beaucoup à l'enseignement aussi. À l'enseignement, mais aussi d'un point de vue strictement intellectuel, l'entrée du corpus aristotélicien va construire une forme de révolution intellectuelle et il va permettre le développement de la pensée théologique. Je n'entrerai pas dans les détails, mais ce qu'on appelle la scolastique, qui est, pour faire facile, un courant théologique des 13e-14e siècles en Europe, mais des grands personnages de ce courant-là, comme Thomas d'Aquin, qui est considéré maintenant comme un docteur de l'Église, donc qui est le plus haut titre que l'Église catholique peut accorder. Ce personnage-là s'inscrit dans ce courant-là qui va un peu révolutionner d'un point de vue intellectuel les universités. Tu sais, quand on lit du Thomas d'Aquin, souvent il copie tout simplement du Aristote, ce qui n'aurait pas été possible avant cette reconnaissance-là. Donc, ça crée un peu l'essentiel de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la liberté académique. Oui. Évidemment, il y a des balises, oui. Il y a des choses à ne pas dépasser, mais les papes vont toujours avoir une certaine tendresse pour l'Université de Paris, donc les laisser un peu faire ce qu'ils veulent tant qu'ils exagèrent pas trop. D'accord. Donc, dans ce cas-ci, les papes ont vraiment été des alliés pour les étudiants et les maîtres. Oui, puis d'autant plus que, je l'ai dit, le pape Grégoire IX est un ancien étudiant de l'Université de Paris. Ça aide. Mais d'autant plus, il est entouré aussi d'étudiants de l'Université de Paris. Un très grand nombre, les maîtres, lorsqu'ils considèrent... Bon, certains maîtres vont rester maîtres à vie, mais un certain nombre vont atteindre des positions importantes suite à comme aujourd'hui, d'ailleurs. Et donc acquérir de l'influence politique. Donc, autour des rois, autour des princes, autour du pape. Un très grand nombre de cardinaux sont des diplômés de l'Université de Paris. Donc, ils sont entourés de cette communauté-là aussi, qui nécessairement guide les orientations politiques de ces États-là, et aussi parce qu'ils en ont besoin, tout simplement. En conclusion, qu'est-ce que les grèves de l'époque médiévale peuvent nous enseigner sur les grèves étudiantes actuelles? Pour moi, c'est vraiment la question de la gestion des universités. La grève médiévale ne pouvait exister qu'à cause de la forme qu'avait l'université, qui était une corporation, donc des gens unis, solidaires, qui voulaient se défendre entre eux face à ce qu'ils considéraient comme un arbitraire royal. Mais évidemment, ce corporatisme-là, qui est aujourd'hui un terme péjoratif, dans ce côté-là, il y a quelque chose de beau, presque romantique, l'idée de cette communauté universitaire qui se tient entre elles. Mais aussi, ça nous dit quelque chose sur la gestion des universités. Aujourd'hui, les universités, c'est devenu des formes de grandes structurées comme des grandes multinationales. Ils ont de la marchandise, ils ont des clients, ils sont présents à l'international, ils ont des représentants à l'étranger pour faire de la promotion, de la pub, littéralement. Mais aussi, c'est constitué d'une bureaucratie. C'est devenu une institution assez monolithique. Donc, il y a encore quelques universités qui vont avoir l'équivalent de conseils où les gens peuvent intervenir, mais souvent ces conseils-là sont purement consultatifs. Il va y avoir quelques étudiants qui vont être là pour faire joli, mais il n'y a plus vraiment d'universités qui ont des réelles assemblées décisionnelles constituées par les membres de l'université. Puis quand j'entends les membres de l'université, c'est le corps enseignant et le corps étudiant. Généralement, on va y avoir des administrateurs qui, oui, jadis étaient professeurs, mais qui se sont séparés du corps et qui deviennent des administrateurs qui ne sont pas révocables, où leurs mandats sont plutôt de longue durée et qui rentrent dans une forme de dynastie administrative. Et là, je ne prétends pas ici avoir la solution de comment structurer l'université, parce qu'il y a quand même un monde contemporain à prendre en considération, mais je pense que ça nous incite à réfléchir sur cette idée-là de gestion des universités, parce que donner le droit aux étudiantes maintenant,
et aux maîtres, donc je veux dire les chargés de cours et les professeurs, d'intervenir dans la gestion des universités, puis aussi de réfléchir sur la mission des universités au-delà d'une logique purement marchande. Ça me semble quelque chose d'intéressant que la grève de l'Université de Paris nous ramène. Puis aussi, ben, pour faire bêtement militant, ben, il y a toute cette question-là de la solidarité puis de l'idée de faire des mouvements communs. Le monde, l'université capitaliste, je vais le donner comme ça pour pas avoir l'air rouge, tout à fait, nous enseigne que nous sommes des clients de l'université et qu'on est là pour obtenir un diplôme, et après, c'est fini. J'ai payé, je reçois. On devient travailleur. On devient travailleur. L'université médiévale n'est pas pensée comme ça. L'université médiévale est pensée comme une transmettrice. Elle est là pour transmettre le patrimoine. Donc, évidemment, à cette époque-là, c'est plutôt un patrimoine chrétien. Mais il y a quand même quelque chose d'un peu, sans vouloir rentrer dans le romantisme, mais quelque chose qui est un peu plus élevé que purement former des travailleurs. Il y a l'idée de créer d'une communauté intellectuelle. Tu sais, la plupart des grands finissants des universités deviennent avant tout des philosophes, des penseurs. Il y a peu d'universités qui ont pour ambition de créer des penseurs aujourd'hui, mais former des cadres, plutôt. Donc, cette vision-là d'une université qui est là justement pour transmettre le patrimoine intellectuel de l'humanité, le patrimoine artistique de l'humanité, c'est un modèle qui se perd graduellement depuis le 19e siècle, avec l'émergence du capitalisme, tout simplement. Mais aujourd'hui, je pense qu'on atteint un niveau assez élevé dans cette logique marchande-là. Puis, à mon avis, c'est une source d'inquiétude. Et il faut faire quelque chose à propos de ça. Mais l'histoire est pertinente pour ça. Pas pour s'en inspirer directement et dire « il faut appliquer cela », mais ça nous permet de nous extraire du présent et réfléchir. Ça nous dit... Il y a un auteur dont j'oublie le nom, je suis désolé, qui disait qu'étudier le Moyen-Âge, ça sert à montrer que ce qui est n'a pas toujours été. Donc, l'université contemporaine capitaliste, ce n'est pas la finalité de toute chose. Il y a d'autres modèles qui sont possibles. Puis l'histoire a cette pertinence-là de nous montrer ça. Bien, Maxime Laprise, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup. Puis on se retrouve bientôt pour une autre capsule de Perspectives citoyennes.